Bonjour à tous, comment allez-vous et bienvenue dans le nouvel épisode de Roots. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un des plus grands héros nationaux du Bénin. Un guerrier mort au combat qui a voulu défendre une des choses, une des valeurs les plus importantes pour lui, la liberté. Nous allons donc parler de Biot Chaïba, a.k.a. Kaba. Quatrième enfant d'une famille nombreuse, il serait né vers 1867. Il grandit alors dans un milieu culturel où les enfants sont initiés dès le bas âge. En effet, Kaba aimait la chasse et ne craignait pas du tout l'effort physique. Mais qu'est-ce qui fait la particularité de Kaba? Qu'est-ce que Kaba a fait qui mérite qu'on lui a aujourd'hui construit une statue, un mémorial à l'entrée de la ville de Nati Tengou? Laissez-moi donc vous mettre un peu dans le contexte. En effet, c'est dans un contexte de colonisation et de Première Guerre mondiale que Kaba écrit son histoire. Le colon est un homme rusé, autoritaire et dictateur. Ses désirs sont des ordres et ses ordres ne sont pas discutables. 1915, les réquisitions et les incorporations s'intensifient puisque la Première Guerre mondiale perdure. Les villages et les hameaux se vident impitoyablement de leurs bras valides. La France ayant donc fini par contrôler en quelque sorte les territoires du sud, ont commencé par remonter un peu plus à l'intérieur du pays. Sur leur route, ils ont rencontré plusieurs populations, plusieurs ethnies, notamment ceux de la Takora, dont faisait partie Kaba. Avec la colonisation, ils ont alors pris le contrôle de quasiment tous les territoires. Un contrôle qui n'a pas plu à tout le monde. Et pour comprendre les réelles motivations de Kaba, ce qui l'a mené en quelque sorte à faire une guerre, une lutte acharnée contre les colons français, il faut comprendre l'organisation socio-politique des peuples de la Takora. On n'a jamais supporté que quelqu'un ait droit de vie et de mort sur quelqu'un. En effet, chez eux là-bas, en fait, il n'y a pas de roi. Il n'y a pas de roi, il n'y a pas de chef. En gros, tu as ton chez, tu as ta femme, tu as tes terres, tu travailles, personne ne te fait chier. C'était juste le chef religieux qui conseillait les familles pour dire il y a telle voie à suivre, c'est la voie du bonheur, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Mais ce n'était pas un chef qui était là pour donner des ordres en fait. Donc en fait, les peuples de la Takora sont des gens libres. Ils connaissent la liberté. Lorsque les Français étaient en train d'enrôler le peuple pour aller faire une guerre qui n'était pas la leur, Kaba, il n'aimait pas ça, il n'aimait pas du tout ça. Ils sont venus, ils ont pris un de ses neveux là, en 1914. Et là, il a fait non, merde, là, ça suffit. La révolte a donc commencé à Pélima. Et Kaba, lui, il a pris quelques hommes à lui. Ils n'étaient pas beaucoup au début, ils n'étaient pas du tout nombreux au début. Et ils ont commencé à faire des opérations de sabotage. Ça va. Refus de travaux forcés, sabotage des lignes téléphoniques, destruction des ponts et surtout incendie de la plupart des locaux où les Français, les colons étaient installés. Les forces françaises commencent alors à le pourchasser. Vous savez, la Takora, c'est une zone où il y a plein de montagnes, il y a énormément de grottes, il y a énormément de forêts. Son territoire, c'est chez lui. Comme je vous disais, il aimait déjà la chasse. Donc, il connaissait énormément le terrain. Il maîtrisait chez lui. Il s'est donc réfugié à Kombiri, près d'un cours d'eau dans les montagnes. Avec ses soldats, ils se sont barricadés. Ils ont mis des barrières hautes de 2 mètres dans lesquelles il y avait des trous, des visières en quelque sorte. Le geste là, non, il ne faut pas voir autre chose. Donc à l'intérieur de ces visières, en quelque sorte, ils arrivaient à tirer des flèches et tout. C'est un fin stratège qui réfléchit à 1000 à l'heure. Et il n'était pas que ça, c'était un très très grand leader en fait. Et vous savez en fait, dans les régions de la Takora, il y a plusieurs ethnies. Comme je vous disais au début, chacun aime sa liberté, il n'y a pas de réel chef en quelque sorte. Une des grandes forces de Kaba, c'est qu'il a réussi à rallier tout le monde à sa cause. Il a réussi à rallier plus de 30 ethnies à sa cause. Parce qu'en vérité, sa cause était une cause commune. Tous les peuples souffraient. Donc entre 1915 et 1916, commença alors un jeu entre le chat et la souris.
c'est la période de la guérilla. La stratégie mise en place par Kaba, c'est essentiellement une stratégie de guerre du mouvement. Kaba, en fait, c'est un gars, il refusait totalement le combat frontal parce que je suis sûr qu'il était persuadé qu'il allait perdre de manière frontale. En effet, vous avez vu les armes des autres. Et cette guerre de mouvement l'a conduit à se déplacer pratiquement sur toute l'étendue de l'Atakora pour pouvoir se réorganiser, refaire ses forces et attaquer l'ennemi, souvent à la surprise. Donc il allait de repère en repère, en repère, en repère. Il me fait beaucoup penser au personnage de Monkey D. Dragon, le père de Mugiwara no Luffy. C'est le chef de l'armée révolutionnaire. C'est un gars aussi qui est barré. Il se cache de repère en repère, en repère, en repère. Donc j'arrête de dire repère là. Et donc il avait des idées de perturbateurs. Ils avaient des fourneaux dans lesquels ils fabriquaient les pointes des flèches empoisonnées. Ils avaient toute une organisation. Et à l'époque, en fait, il y avait énormément de sentiers. Et qu'est-ce que les soldats de Kaba faisaient en fait? Il y a un qui se met à l'entrée et l'autre qui se met à la sortie. Donc quand les gars entraient, le premier qui est là, il se cache, il flèche énormément, tu vois. Et donc, la troupe recule, la troupe recule, la troupe recule. Il y a un gars de l'autre côté qui lance des flèches aussi, quoi. Et donc, c'était ce genre de stratégie qu'il usait, il utilisait pour défaire les soldats de l'armée coloniale. 2 soldats qui peuvent défaire 35, franchement, c'est très très fort. Hein. Mais aussi, selon la légende, Kaba était doté de force spirituelle. Il pouvait décocher une flèche qui pouvait aller tuer 100 soldats et revenir rentrer dans la pochette de la flèche. Et c'est le sifflement du lion 12. Arrête tes pitreries, ravageur! Tu vas mourir! Alors, vu tous ces problèmes, en fait, l'armée coloniale a commencé à prendre le problème très au sérieux. En effet, le lieutenant Kaya, c'est lui qui s'occupait en quelque sorte de la région qu'il fallait contrôler, a appelé le lieutenant Renard, qui lui était à la tête des tirailleurs sénégalais de l'autre côté, au Sénégal, à Dakar. Donc il a décidé d'appeler le lieutenant Renard et demander plus de soldats. Appeler, franchement, bon, c'était pas à les appeler à l'époque, c'était les trucs là où tu faisais pour en quelque sorte mater la rébellion. Les troupes du lieutenant Renard ont commencé à arriver. Ils ont pris des détachements du Niger qui étaient déjà pacifiés, un peu du Burkina et du Sud. Et tout cela se rejoignait vers Kaba en fait. D'ailleurs, un des gars qui les a ralentis pendant ce temps, c'était Bioguera, qui aussi a fait la lutte pendant des années contre les colons. Mais bon, son histoire mériterait un autre épisode de Roots. Bref, alors là, ça devenait hyper méga sérieux. Donc à partir de mars 1917, le lieutenant Renard et ses troupes ont pris l'assaut de tous les QG dans lesquels étaient installées les troupes de Kaba. Et il y a donc eu les 4 grandes batailles de l'Atakora. Dans l'ordre, Workutambu, Yasera, Kouatena et pour finir, la bataille de Datawori. En effet, cette bataille fut la dernière pour Kaba. Il a essuyé de cuisantes défaites dans les autres batailles et s'était réfugié dans les grottes de Datawori. Et dans les grottes de Datawori, en fait, c'était un lieu assez en hauteur qui, pour lui, c'était garanti que bon, les gars n'allaient pas venir là. Déjà que pour accéder là avec les chevaux, c'était très compliqué. Kaba s'est réfugié là avec femmes, enfants, tous ses généraux. Ils se sont positionnés là et ils ont fortifié la zone comme d'habitude. Mais bon, malheureusement, il a été trahi par un promeneur de bétail qui en fait a indiqué sa position peut-être sous la menace aux troupes coloniales. Et donc le lieutenant Renard a commencé à positionner toutes ses troupes ainsi que les canons avec 800 soldats armés de manière très lourde avec des canons et des obus. Et là, le lieutenant Renard a commencé à faire des négociations. Il demandait envoie les femmes et les enfants, tout ça, envoie ci, envoie ça. Pour Kaba en fait, c'est mourir au combat. Du coup, le commandant Renard a commencé à mitrailler la zone. Ils ont tiré énormément de balles et c'était un vrai massacre. 26 000 cartouches, 19 obus. Les Blancs ont beaucoup tiré.
Ça, c'est une très mauvaise blague. Donc voilà un peu comment le lieutenant Renard a maté la rébellion de Kaba. Et ce qu'il faut noter en fait, c'est que les gens de la Takora, jusqu'à aujourd'hui, si je vous dis même, pensent encore que Kaba est vivant. Kaba n'est pas mort. Il est sauté, il est volé. Mais quelqu'un n'est pas vu. On ne peut pas connaître. Parce qu'en fait, le fait de toujours se volatiliser, de repère en repère, il a réussi à créer un vrai mythe autour de lui. Du coup, sa présence est restée dans les esprits des gens de la Takora. Bref, Kaba, qui est Biot Chaiba, c'était un héros. Il est mort un héros. Et aujourd'hui, ce dont je suis content, c'est que les gens ne l'ont pas oublié. Jusqu'à, comme je vous l'ai dit au début, on lui a construit un mémorial. Vous pouvez aller visiter ça à Nati Tengu. Franchement, c'est très bien. Je me rappelle, j'étais passé par là un jour, j'avais pris la photo de ça. Je ne connaissais pas du tout l'histoire. Je me souviens, je vais vous montrer la photo. J'avais écrit Superman sur le t-shirt du gars, un héros et tout. Franchement, je ne savais pas du tout que c'était quelqu'un qui s'était sacrifié. C'était un super héros de l'époque déjà. Même sa statue, moi, quand je l'avais vue et tout, moi, ça avait ce charisme, ça m'avait transmis tout un message. Pour moi, je me disais, ah, celui-là, celui qui est en haut là, c'est pas une statue simple quoi. Franchement, c'est sûrement un gars qui a fait de très très grandes choses. Et aujourd'hui, en parcourant l'histoire à travers les livres, les documentaires que j'ai regardés, tout est dans la description. Donc je me suis rendu compte de toute l'histoire qu'il a laissée derrière lui. Toutes mes sources sont en description. Franchement, approfondissez. Ne vous arrêtez pas à cette vidéo. Allez-y, je répète, moi, je ne peux pas dire que je suis un historien. Je suis juste un vulgarisateur. Je suis juste quelqu'un qui essaie de transmettre un peu l'histoire à ma manière. Si je peux impacter des gens, que ces gens-là puissent connaître l'histoire du Bénin et la partager à ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Kaba, ainsi que de tout ce dont je vais parler. Et Route, c'est un épisode par mois normalement. Et là, je vous laisse, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser des commentaires. C'était Carlos Adekambi et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Route. Cette détermination de mes ancêtres a porté à tort le nom de rébellion. Rébellion ou non, c'était une amorce suffisante pour déclencher de nos jours la marche irréversible vers la libération totale. Béninois, Béninoises, faut-il laisser sombrer dans l'abîme les espoirs de Béanzin? Faut-il vivre sans laver l'affront qu'a subi le vaillant Bioguera? Faut-il laisser inachever l'œuvre de Kaba? Non, tu auras pour arme la décision, le sacrifice, l'union et l'amour pour la patrie. Maintenant que tu sais pourquoi le renouveau est né avec des dents, marche au rythme de ton tam-tam. Prends ta houe et ton coucou, ton arc et tes flèches, et en avant pour la reconquête de ta dignité, très longtemps bafouée. Oh, yo, chona, yo, yo, chona.